Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, Florence et moi sommes très heureuses de vous présenter aujourd'hui la présentation sur la gestion des réclamations CNESST, puisque d'abord, c'est un sujet qui nous passionne, mais également, ça rencontre un certain nombre de défis pour les employeurs. On peut penser notamment à l'impact financier de ces dossiers-là, mais également tout ce qui concerne le volet ressources humaines et relations de travail, puisque souvent, on est confronté à des employés à qui on envisageait de mettre fin à l'emploi. Et puis, pouf, il nous arrive avec un rapport médical, CNESST, et tente de faire une réclamation à la CNESST. Également, aussi, on a d'autres problématiques concernant l'assignation temporaire. Alors, on a une assignation temporaire qui est offerte, acceptée par le médecin traitant, mais le travailleur refuse de faire cette assignation-là. Alors, on peut se retrouver avec toutes sortes de problématiques à ce niveau-là, mais également, ce qu'on constate, malheureusement, c'est qu'il y a des statistiques qui sont peu encourageantes de la CNESST, puisqu'on voit une augmentation des accidents du travail et des lésions professionnelles. On a les données de 2018 et 2019, donc celles de 2020 vont sûrement être disponibles en 2021, mais on voit une hausse des accidents du travail et également, comme Claudia en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, on voit une recrudescence des problèmes de santé mentale. Bref, on les envisage et cela peut occasionner davantage de réclamations CNESST pour ce type de problème. D'ailleurs, on le voit chez nos clients, on a davantage de réclamations de cette nature-là, de type dépression majeure, de troubles anxieux. Également, ce qu'on constate, c'est que les gens souffrent de fatigue, d'épuisement professionnel, personnel, mais décident de déposer des réclamations CNESST et on doit en tenir compte et les gérer. Alors, aujourd'hui, en 30 minutes, évidemment, c'est court, on va tenter de développer avec vous un peu vos réflexes. Donc, lorsque vous êtes confronté à ce type de dossier-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est de développer vos réflexes. Et si vous n'êtes pas la personne qui gère ce type de dossier-là, puisque dans les participants, on a certaines personnes dans la direction, mais qui ne s'occupent pas de gérer ces dossiers-là, peut-être que vous pourriez faire le suivi auprès de vos gens sur le terrain et pour voir un peu c'est quoi les bonnes pratiques donc, qui ont mis en place, puis peut-être leur parler de la présentation d'aujourd'hui. Donc, nous allons d'abord commencer avec quelques éléments importants. Ceux qui me connaissent savent que j'aime faire des listes. Alors, j'ai fait une liste d'éléments importants dont je voulais vous parler d'abord. Ensuite, nous allons parler de certaines stratégies que vous pouvez mettre en place, l'assignation temporaire, mais également les expertises médicales. Par la suite, Florence va vous parler de certaines problématiques qu'on peut rencontrer dans le cadre de la gestion de ces dossiers-là, mais surtout des solutions qu'on vous propose et également un volet financier, donc les demandes de partage de coûts. C'est une possibilité qui s'offre à vous et on pourra en discuter. Je finirai avec certaines recommandations. Alors, sans plus tarder, nous allons discuter en rafale des éléments importants. Alors, gérer les dossiers dès le début et être prêt. En fait, ce que j'entends déjà les gens me dire, ben oui, mais évidemment, je suis prêt. Malheureusement, je le vois dans certains dossiers, des gens qui quittent en vacances, qui partent en vacances, mais que malheureusement, le courrier n'est pas vérifié. Il n'y a personne qui est sur place. Même en temps de pandémie, plusieurs personnes étaient en télétravail et n'avaient pas accès à leur courrier. J'entends mon adjointe ici dire et se plaindre de la CNESST qui, malheureusement, encore envoie plusieurs décisions papier, plusieurs télécopies. Alors, le courriel n'est pas encore une pratique là, bien établie et régulière. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir vraiment quelqu'un en place, sur place, qui soit va être votre remplaçant s'il arrive quoi que ce soit ou vous êtes en vacances, mais également préparer la relève. Donc, la relève, comme notre belle Florence, alors s'assurer qu'il puisse gérer les dossiers santé et sécurité au travail en votre absence. Les documents importants à avoir toujours sous la main. Je vous dirais que je l'ai fait encore récemment. J'ai préparé des trousses SST avec certains clients, avec une liste de documents. Vous allez recevoir, suivant la présentation d'aujourd'hui, la présentation PowerPoint détaillée. Donc, vous aurez une liste de documents là, plus élaborée, des diapositives avec plus d'informations. Mais sachez que ce que je veux vous parler aujourd'hui, dans cette trousse-là, qu'est-ce qui peut se retrouver? Bien, la déclaration d'événement. On veut que le travailleur puisse vraiment écrire c'est quoi l'événement qui s'est produit. Également, est-ce qu'il y a des témoins? C'est quoi l'heure de l'événement?
On a également les commentaires des témoins, des supérieurs. Donc, parce que ça m'arrive souvent, moi, je suis impliquée un petit peu plus tard dans le processus où il est question donc de préparer l'audience et je pose la question, ben est-ce qu'il y avait un témoin? Ah ben attends, Vicky, je vais regarder dans le dossier. Ah ben soit ce témoin-là n'est plus à l'emploi, donc j'ai pas sa version écrite, ou bien tout simplement j'ai pas de déclaration. J'avais un témoin, mais les gens oublient et tout ça. Alors c'est vraiment important d'avoir cette petite trousse-là. Également, le formulaire d'assignation temporaire, on va en reparler un petit peu plus en détail, mais ça serait intéressant d'avoir soit votre formulaire maison que vous préparez ou bien le formulaire qui est fourni par la CNSST pour être prêt à toute éventualité lorsqu'il y a un accident du travail qui survient. Il faut se rappeler que les travailleurs ont 6 mois pour déposer leur réclamation du travailleur, alors il peut s'écouler beaucoup de temps. Donc, dès que vous êtes informé de l'événement, vous devez compléter les documents nécessaires. S'assurer de recevoir les documents requis. Ça, c'est intéressant parce que contrairement aux problèmes personnels de maladie dont on vous a parlé un petit peu plus tôt, la loi ici, donc la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qu'on va appeler la LATMP tout au long de la présentation, eh bien, cette loi-là prévoit vraiment que le médecin doit compléter une attestation médicale. Qu'est-ce que c'est l'attestation médicale? Eh bien, moi, je suis très visuelle. J'ai décidé de vous présenter ce que c'est. Donc, vous allez avoir un médecin traitant qui va devoir écrire le diagnostic. Écrire, c'est quoi la période prévisible de consolidation? Alors, contrairement à d'autres dossiers personnels où tout ce que vous allez avoir, ça va être un certificat médical où ça va être écrit raison médicale, on n'a pas le diagnostic, on n'a pas d'informations additionnelles. Eh bien, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir le diagnostic. Le médecin doit poser un diagnostic. Ça va vous aider à gérer vos dossiers de santé et sécurité. L'autre élément dont il est question, de compléter les documents nécessaires. Tout à l'heure, en introduction, Claudia vous a expliqué que j'allais vous parler de l'ADR. L'ADR qui est l'avis de l'employeur et de remboursement que l'employeur va compléter lorsqu'il y aura une réclamation du travailleur. Eh bien, l'ADR et l'annexe vous permettent d'écrire votre version de l'employeur. Quelle est votre version de l'événement? Ici, de plus en plus, on est confronté à des dossiers où les gens vont alléguer subir du harcèlement psychologique. Et tout récemment, en ayant complété l'ADR et l'annexe à l'employeur avec la version de l'employeur pour expliquer que c'était simplement de l'exercice du droit de gérance, que le travailleur avait des demandes excessives. Par exemple, lui désirait avoir 3 écrans pour travailler avec l'ordinateur, donc 3 gros écrans, mais ce n'était pas nécessaire pour son travail et personne dans l'entreprise avait ça. Donc, il y avait des demandes exagérées. Donc, en mettant en évidence ces éléments-là, on a fait en sorte que la réclamation a été refusée. Et c'est très important de le faire dès le début du dossier parce qu'on le sait, à partir du moment où la réclamation elle est acceptée, le travailleur part dans le système et les délais sont très longs pour contester puis éventuellement avoir gain de cause. Parfois, on se retrouve vraiment devant le tribunal. Également, le petit volet COVID, ce qu'on voit, c'est qu'on est confronté de plus en plus peut-être à des réclamations. Donc, les gens allèguent avoir attrapé la COVID, dans le fond, dans le milieu de travail. Mais est-ce vrai? Est-ce que vous avez d'autres cas dans l'entreprise? Il faut poser des questions, il faut faire enquête et tenter de trouver certains arguments aussi pour faire rejeter la réclamation. C'est vraiment important de compléter cette annexe-là. Je pense que je ne le dirai jamais assez. Mais pour l'obtenir, pour la rédiger, pardon, ce serait important d'obtenir certaines informations. Par exemple, dans le dossier, vous avez un travailleur qui va soumettre sa réclamation, ça va, mais parfois, ils vont soumettre d'autres documents, surtout dans les dossiers d'harcèlement psychologique où il y a vraiment plusieurs événements, plusieurs faits, donc ils vont soumettre d'autres documents. C'est important de les obtenir avant d'expliquer notre version des faits. Également, les sommaires d'enquête HP. Donc, dans ce type de dossier-là, il y aura également des sommaires qui vont être complétés. Donc, pourquoi ne pas demander d'avoir ces documents-là? Alors, c'est important d'avoir un dossier complet avant de pouvoir rédiger notre version de l'employeur, finalement. Autre élément intéressant, c'était l'attestation médicale. Bref, rapidement, j'ai préparé aussi avec des clients récemment là, des tableaux de dossiers actifs. Quand vous avez plusieurs dossiers, c'est important de ne pas perdre le contrôle, d'avoir les dates, les délais de contestation, de contester dans les délais, c'est très important. Parfois, vous avez des délais de 30 jours, parfois, c'est des délais de 45 jours. Donc, c'est indiqué dans la décision.
c'est tellement facile de contester une décision. On peut le faire en ligne. Bien, vous pouvez le faire en ligne. On peut le faire pour vous. C'est facile. Donc, il n'y a pas de raison de le faire. Dans le cas d'un doute, vous ne savez pas si vous devez contester ou non. Ce qu'on va vous recommander, c'est de contester pour ne pas, dans le fond, pour préserver vos droits. Ça s'explique très bien aux travailleurs. C'est sûr que chaque cas est différent, mais ça s'explique bien. Et comme ça, vous allez protéger, dans le fond, les droits de l'employeur. Les rendez-vous, bien, on en a parlé aussi dans les cas d'absence maladie, mais CNESST, il y en a des rendez-vous, c'est à peu près au mois. C'est important de se mettre des rappels dans les agendas et surtout pour les dossiers de CNESST parce qu'on peut offrir l'assignation temporaire dont on va parler tout à l'heure. Donc, si on veut offrir l'assignation temporaire, il faut soumettre le formulaire à votre travailleur pour qu'il puisse aller à son rendez-vous et faire compléter le formulaire, bref, le faire accepter par l'employeur. Ici, nous ne sommes pas médecins. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas médecin, c'est vrai, mais on peut quand même peut-être se trouver des outils pour s'aider. La doctrine médicale, la CNSST publie une table de consolidation. Donc, cette table-là nous indique un peu à quel moment on peut penser que la lésion va être guérie. Alors, ça peut nous donner un ordre d'idée. Donc, on n'est pas médecin, mais on peut essayer de trouver des outils et éventuellement, on va vous parler des expertises tout à l'heure. On pourra obtenir l'aide d'un expert quand ça sera nécessaire. La mutuelle, certains clients font partie d'une mutuelle et c'est important parce que, bon, ils vont vous aider pour la prévention, mais également pour gérer vos dossiers CNESST. Ce que j'aurais simplement à dire ici, c'est ne perdez pas quand même le contrôle de la gestion de vos dossiers parce qu'il peut y avoir un aspect relation de travail si vous voulez, par exemple, mettre fin à l'emploi de la personne ou s'il y a des griefs. Alors, c'est vraiment important de quand même demander des suivis auprès de la mutuelle. Ça peut être des suivis mensuels, ça peut être des résumés de dossiers, parce qu'il y a d'excellentes mutuelles, mais il y en a qui font beaucoup moins de suivi. Et je l'ai vécu récemment avec un client. Donc, on a appris 3 jours à l'avance qu'il y avait une audience. Alors, c'est jamais agréable de se faire, disons, informer à la dernière minute. Alors, ce serait important de faire des suivis auprès d'eux. Et au niveau financier, alors, je n'irai pas dans le détail, mais sachez que si vous êtes au taux de l'unité, peu importe le nombre de lésions que vous allez avoir, vous ne serez pas imputé pour ce type de lésion-là, contrairement au taux personnalisé et rétro, où vous aurez davantage d'impact financier. Alors ça, parfois, ça peut vous aider. Bon, est-ce que j'investis dans une expertise médicale ou non? Bien, si vous êtes autour de l'unité, il se peut que vous décidiez de ne pas investir puisque c'est une sortie d'argent, une dépense, et que vous n'aurez pas de gain de cause au niveau économique. Vous n'allez pas pouvoir aller rechercher de l'argent davantage, contrairement au taux personnalisé et rétrospectif. Alors, certaines stratégies, donc, je vais vous parler de l'assignation temporaire, également des expertises médicales qui peuvent vous aider à gérer mieux vos dossiers. Qu'est-ce que c'est l'assignation temporaire? Bien, quand le travailleur n'est pas en mesure de refaire son emploi prélésionnel ou n'est pas en mesure de le refaire à temps plein, eh bien, on peut offrir une assignation temporaire. Donc, c'est un travail qu'on va lui offrir. Et évidemment, ça comporte plusieurs avantages financiers puisque vous versez le salaire au travailleur, vous ne serez pas imputé dans votre dossier CNESST. Et il y a également le volet garder un contact avec le travailleur. Parce que trop souvent, je l'ai vu dans des dossiers, on n'offre pas l'assignation temporaire. 1 an plus tard, on se dit « Ah, ben, je vais lui offrir l'assignation temporaire ». Mais le travailleur, ça fait 1 an qu'il n'est pas chez vous, vous n'avez pas de contact. Donc, vous perdez vraiment le contact et le lien, puis la personne est réticente à revenir au travail. C'est une possibilité et ce n'est pas une obligation. Pour certains employeurs, surtout dans la présence d'un travailleur toxique, ben, on ne veut pas le ramener au travail. Alors, dans ces cas-là, on va décider de laisser le travailleur chez lui puis d'assumer l'impact financier. Donc, c'est une obligation, mais ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Il faut vraiment il y a certains critères, je ne les regarderai pas en détail avec vous, mais il faut que ce soit un travail, il faut que ça respecte ses limitations, il ne faut pas que ça mette en danger sa vie, etc., et que ce soit favorable à la réadaptation. Encore là, comme je vous disais, je suis visuelle. Donc, vous avez un exemple de formulaire. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur le formulaire, alors il faut être concis, précis. J'ai décidé aujourd'hui de vous donner quelques exemples d'assignation temporaire. On l'a fait beaucoup en temps de pandémie. On a identifié certaines tâches que les gens pouvaient faire, qui pouvaient être utiles.
et qui était vraiment un travail. Ça a été accepté par les médecins traitants parce qu'au bout de la ligne, ils doivent accepter les tâches à effectuer. Donc, pour une personne, qui a une entorse à la cheville, qui peut rester assis à une table à l'entrée de l'entreprise, accueillir les visiteurs, les employés, etc. Donc, tout ça, dans le fond, ça a été accepté et le travailleur a pu vérifier, par exemple, si les gens avaient faisaient les mesures de protection et tout ça. Voilà. D'autres tâches qui ne sont pas valides, en fait, moi, je donne souvent l'exemple de compter des trombones. Ce n'est pas un travail valide. De peser sur un bouton, il y a une jurisprudence dans laquelle, il y a une décision dans laquelle on dit, non, c'est pas un travail. C'était pas assez long. Ça pouvait causer des idées noires pour le travailleur. Alors, ce sont des assignations invalides. Pour les expertises, eh bien, la loi, contrairement au cas de maladie personnelle, la loi, la LATMP, nous facilite un petit peu la tâche. Alors, on a certains articles qui prévoient que l'employeur peut exiger qu'un travailleur se soumette à une expertise médicale. Quel employeur? L'employeur qui est imputé. Donc, même si vous mettez fin à l'emploi du travailleur, vous allez pouvoir le faire expertiser. Par contre, vous ne pourrez pas y faire de l'assignation temporaire dans ce cas-là. Et quel médecin on choisit? Ça dépend de la lésion. Est-ce qu'on va choisir un spécialiste, un généraliste? Est-ce qu'on va choisir quelqu'un qui est capable d'aller en audience? Donc, il y a des médecins qui refusent d'aller en audience. Il y a d'autres médecins qui ont une très forte crédibilité en audience. Donc, c'est important de bien choisir son médecin. La loi prévoit que dès que vous recevez un rapport médical du médecin traitant, vous pouvez faire expertiser le travailleur. Mais dans les faits, ce n'est pas nécessairement le bon moment. Ce n'est pas à chaque fois. Ça peut vous coûter extrêmement cher. Donc, il va falloir identifier le bon moment. Et il faut évaluer la condition médicale. Il faut voir c'est quoi le diagnostic. Est-ce que le travailleur va subir une chirurgie bientôt? Est-ce que je le fais expertiser avant ou après? Alors, c'est toutes des questions qu'on doit se poser. Et certains documents seront utiles pour vous aider. Le dossier complet de la CNSST. Encore là, c'est une différence avec les dossiers de maladies personnelles. C'est que vous pouvez faire une demande à la CNSST et vous allez avoir accès au dossier, au volet administratif et également au volet médical. Vous pouvez également avoir sous la main les antécédents médicaux, une description de tâches. Si jamais on convoque un travailleur, évidemment, il y aura un avis de convocation à faire. Rédiger un mandat très précis avec les 5 points de l'article 212, mais on ne les regardera pas en détail aujourd'hui. Mais il y a des questions précises qu'on doit poser. Il faut toujours réfléchir à la possibilité de faire un rapport complémentaire. Pourquoi? Pour poser des questions plus délicates, comme est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce que, par exemple, est-ce que monsieur est atteint d'une condition personnelle qui peut nous permettre de faire un partage de coûts? Est-ce que le dossier a évolué, puis j'aimerais avoir l'opinion du médecin? Alors, tout ça fait en sorte qu'on peut obtenir un rapport complémentaire. La CNESST peut également exiger une expertise. Dans son cas, elle n'a pas besoin de rapport médical, elle peut le faire en tout temps. Donc, c'est la différence. C'est important d'avoir une bonne communication avec la CNSST parce que si la CNSST l'envoie en expertise, peut-être que vous allez attendre de voir l'expertise de la CNSST dans ce cas-là. Si jamais le rapport de votre médecin est intéressant, c'est un bon rapport, puis ça va en contradiction avec ce que le médecin traitant écrit, eh bien, on va soumettre le tout au BEM, au Bureau d'évaluation médicale, qui est un médecin tiers, qui pourra rendre une décision et la CNSST sera liée par cette décision-là, cette expertise-là. Alors, ça faisait le tour de certains outils pour vous aider à gérer vos dossiers CNSST. Maintenant, Florence va vous parler de certaines problématiques, mais également les solutions proposées. Oui, merci Vicky. Donc, malgré les bons conseils donnés par Vicky dans la première partie et les différents outils dont elle vous a fait part, reste que dans le cadre de la gestion de vos dossiers de liaison professionnelle, il y a un risque que vous soyez confronté à différentes problématiques, notamment à certains travailleurs qui pourraient peut-être être moins collaboratifs ou plus difficiles et donc nuire à l'avancement de vos dossiers. Dans ces contextes-là, un outil qui est intéressant à connaître en tant qu'employeur, c'est la possibilité de recourir à une demande de suspension ou de réduction du versement de l'indemnité de remplacement de revenus, donc de l'IRR, qui est versée aux travailleurs par la CNESST.
Donc, c'est l'article 142 de la LATMP qui prévoit le pouvoir de la CNESST de suspendre ou de réduire le versement de l'IRR dans des situations particulières qui sont également prévues à l'article de la loi. Donc, parmi ces situations-là, on retrouve notamment le fait pour un travailleur de refuser de se soumettre à un traitement, de refuser de se soumettre à un examen médical ou même de refuser d'effectuer les différentes tâches qui lui sont assignées en assignation temporaire par l'employeur. C'est un pouvoir qui est discrétionnaire de la part de la CNESST et qui vise à amener le travailleur à corriger son défaut pour permettre l'avancement du dossier et qui va être appliqué de façon temporaire. Donc, une fois que le travailleur aura corrigé son défaut, il pourra bénéficier de son indemnité de remplacement de revenus entière. Malgré ce qui précède, il faut souligner que le travailleur bénéficie quand même d'un droit de refus qui, lui, est prévu aux articles 12 à 31 de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, ce droit de refus-là prévoit que le travailleur peut refuser d'exécuter un travail qui présenterait un danger pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Reste que c'est un mécanisme qui est exceptionnel et la notion de danger est vraiment importante à ce niveau-là. Donc, il doit s'agir d'un danger qui est réel et non simplement d'un risque ou d'une peur liée à l'exécution de son travail. Advenant le cas où un travailleur exercerait son droit de refus et qu'il y aurait une mésentente à ce niveau-là avec l'employeur, c'est possible de faire intervenir un inspecteur de la CNESST qui, lui, va pouvoir analyser la situation et déterminer si le refus est justifié par le danger dans les circonstances. C'est important de souligner que dans le cas où un travailleur exerce son droit de refus, c'est impossible pour l'employeur de le congédier, de le suspendre ou d'exercer toute mesure de représailles à son endroit en raison de l'exercice de son droit. Et également, il faut maintenir la rémunération du travailleur dans ce contexte-là. Vous vous doutez sûrement que dans le contexte de la COVID-19, le droit de refus a été soulevé à plusieurs reprises par les travailleurs. Peut-être même que vous avez vous-même été confronté à l'exercice de droit de refus par vos employés. Malheureusement, en lien avec la COVID-19, souvent, c'est le critère du danger qui était insuffisant. C'était plus un risque ou une peur d'être exposé au virus et non un danger réel. Malgré tout, selon les données qui ont été publiées par la CNESST, il y a quand même 37 droits de refus qui ont été acceptés en lien directement avec la COVID-19 depuis le 13 mars 2020. On n'a pas vraiment de détails concernant les circonstances qui entouraient ces situations-là. Par contre, on se doute que c'est des cas où le travailleur a démontré de façon suffisante un danger réel lié à l'exécution de son travail. Finalement, pour ce qui est de l'aspect plus financier, on voulait vous parler d'un outil qui est intéressant pour vous en tant qu'employeur, soit les demandes de partage de coûts. Donc, c'est vraiment une stratégie qui vise à optimiser votre dossier d'un point de vue strictement financier, mais qui peut avoir un grand impact pour vous en tant qu'employeur. C'est donc important, selon nous, pour vous de procéder à une analyse de la possibilité de recourir à une demande de partage de coûts dès le début du dossier pour être certain de ne pas premièrement, dépasser les délais et d'optimiser la gestion de celui-ci. Donc, c'est important en tant qu'employeur de connaître les différentes situations qui peuvent permettre un partage de coûts et qui sont prévues à la loi. Le premier type de demande de partage de coûts, c'est prévu à l'article 326 de la LATMP. Et pour pouvoir recourir à une demande de partage de coûts en vertu de cette disposition, il faut que 4 critères soient cumulés. Donc, on doit être en présence d'un accident de travail, en présence d'un tiers. L'accident de travail doit être attribuable au tiers et il doit résulter d'une injustice pour l'employeur d'être imputé du coût de cette lésion-là en raison, dans le fond, de la participation du tiers à l'accident. Le point peut-être le plus important à se souvenir, c'est le délai qui est prévu à l'article 326. Donc, une demande sous cette disposition doit être faite dans l'année qui suit la survenance de l'accident. Donc, c'est un délai qui est assez court, d'où l'importance d'évaluer la possibilité d'y avoir recours dès le début du dossier et de suivre vos dossiers de façon assidue. Pour peut-être mieux illustrer les situations qui vous permettraient de faire une demande de partage de coûts, on a sélectionné différents exemples issus de la jurisprudence. Donc, on peut penser à une situation où un préposé au bénéficiaire serait agressé physiquement par un patient alors qu'il travaille à l'urgence de l'hôpital. Dans ce contexte-là, les 3 premiers critères sont réunis et le tribunal a déterminé que l'employeur subissait un préjudice, dans le fond une injustice du fait d'être imputé du coût de cette lésion, puisque
le fait d'être exposé à de la violence, c'est pas un risque qui découle des activités de l'employeur, donc de l'hôpital, ou c'est pas un risque qui est fréquent dans le cadre des fonctions du travailleur. Et donc, c'était injuste pour l'employeur d'être imputé des coûts de cet événement exceptionnel et le partage de coûts a été accepté dans ce contexte-là, mais différemment dans le contexte où c'était un agent de sécurité qui avait été victime d'une agression physique dans le contexte de ses fonctions. Bien que les 3 premiers critères étaient réunis, le tribunal a déterminé qu'il n'y avait pas d'injustice pour l'employeur d'être imputé des coûts de cette lésion-là, puisque le fait d'être exposé à de la violence, c'était un risque qui découlait des activités de l'employeur et des tâches du travailleur et donc qui devait être assumé par l'employeur. Et pour ces raisons, la demande de partage de coûts a été refusée dans ce contexte-là. Donc, évidemment, c'est au cas par cas. Il faut examiner la situation pour voir si vous pourriez être éligible au partage de coûts dans chacun de vos dossiers. Le deuxième type de demande de partage de coûts qui peut être fait, c'est dans un contexte différent. Donc, c'est en vertu de l'article 329 de la LATMP et c'est dans le cas où le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue la lésion professionnelle. Donc, il doit y avoir un certain lien entre le handicap et soit la survenance de la lésion ou les conséquences de celle-ci. Donc, il y a une relation entre la condition personnelle du travailleur et les conséquences de sa lésion professionnelle. Pour ce qui est du délai au niveau de l'article 329 de la LATMP, cet article-là prévoit que la demande doit être faite avant l'expiration de la 3e année qui suit la survenance de la lésion professionnelle. Donc, c'est un délai qui peut sembler plus long. Par contre, c'est souvent des situations où la condition du travailleur doit être réévaluée au fur et à mesure que le délai s'écoule. Donc, c'est important de rester proactif à ce niveau-là et de vérifier à l'intérieur de ces 3 années-là si vous pourriez bénéficier d'une demande de partage de coûts dans ce contexte-là. Pour peut-être faciliter la compréhension, on a aussi listé une courte liste de certaines conditions médicales qui ont été reconnues à plusieurs reprises par la jurisprudence comme étant des handicaps liés, dans le fond, à la lésion ou ayant un impact sur la lésion professionnelle qui ont permis d'obtenir un partage de coûts pour l'employeur. Donc, arthrose, hernie discale, scoliose et même l'obésité, c'est des conditions médicales qui ont déjà été reconnues comme des handicaps selon l'article 329 de la LATMP. Avant de conclure, on désirait aussi faire une petite parenthèse COVID-19 en lien avec l'imputation du coût des lésions professionnelles. Donc, en temps de pandémie, la CNSST a quand même appliqué certaines mesures d'assouplissement et a modifié certaines de ses orientations en la matière. Par exemple, la CNSST a annoncé récemment qu'un employeur qui estime avoir été injustement pénalisé en raison de la COVID-19 ou des conséquences de la COVID-19 en lien avec la gestion de ses dossiers de lésions professionnelles, par exemple en raison de chirurgies qui ont été cancellées, d'expertises médicales qui ont été annulées, ce qui a engendré des délais supplémentaires, et bien dans ces situations-là, l'employeur pourrait potentiellement déposer une demande de partage de coûts en vertu de l'article 326. Donc, c'est des situations qui ont été nommées par la CNSST comme donnant ouverture à ce recours-là en lien directement avec la COVID-19 et qui pourrait être intéressante pour vous si jamais vous vous retrouvez là, dans ces situations-là actuellement. Alors, pour conclure, en fait, on voulait mettre l'emphase notamment sur la communication. Donc, on pense réellement que ce type de dossier-là doit passer par la communication, autant au niveau du travailleur, c'est-à-dire que vous aurez plus de suivis médicaux, vous allez réussir à obtenir les rapports médicaux rapidement, vous allez peut-être réussir à justement obtenir de l'assignation temporaire. Parce que c'est sûr que si un travailleur va voir son médecin avec le formulaire d'assignation temporaire, puis que lui, à la base, n'est pas d'accord avec les tâches qu'on lui demanderait de faire, qu'il trouve que c'est des tâches trop lourdes, bien, c'est sûr qu'il va l'expliquer à son médecin, qu'il va peut-être être plus réticent à accepter ces tâches-là. Alors, donc, c'est important de bien communiquer avec le travailleur, mais également avec la CNESST et les agents. Parce que ce qu'on veut, c'est faire avancer le dossier. On veut que le travailleur revienne au travail. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, l'agent peut faire aussi des suivis auprès du travailleur. Et vous devez aussi communiquer avec eux. Vous le savez, entre vous et moi, tout le monde est débordé. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va mettre le dossier sur la pile, puis qu'il va dire, OK, bien, je vais vous rappeler, je vais rappeler cet employeur-là, c'est un bon employeur, il me fait des suivis et tout ça. Donc, c'est une bonne communication. Et également, il faut savoir qu'ils ont dans leur politique interne 48 heures là, pour retourner leurs appels. C'est sûr qu'en temps de pandémie, on a vu certaines situations problématiques où les agents, ben, tout simplement étaient absents maintenant ou étaient en télétravail, donc il y avait des petits délais.
Donc, encore une fois, d'avoir une bonne communication, que l'agent ait envie de vous parler, c'est important. Vous allez avoir des suivis plus réguliers, puis vous allez savoir justement s'ils veulent envoyer le travailleur en expertise. Alors, on espère que tous ces, ces petits trucs vous aident à développer vos réflexes et vous aident à gérer vos dossiers de santé et sécurité au travail. Merci.